En sixième, j'étais le genre d'enfant qui se fondait dans la masse. Pas vraiment invisible, mais neutre comme du papier peint. Je n'étais pas bruyant. Je n'étais pas un génie, et je ne courais pas assez vite pour être le premier au sport. Mais je remarquais des choses, surtout les gens. La façon dont quelqu'un tapait sur son crayon quand il était nerveux, ou comment le sourire d'un enfant pouvait vaciller et mourir si personne ne le lui rendait. C'est peut-être pour ça que je l'ai remarqué. Tessa Linwood. Elle était assise 2 rangs à ma gauche, près de la fenêtre. Toujours dans le même cardigan délavé, une manche s'effilochant au poignet. Ses cheveux étaient longs et bruns, mais jamais bien coiffés. Elle cachait toujours une partie de son visage comme si elle s'excusait de prendre de la place. Elle parlait peu. Elle ne mangeait pas et personne ne s'asseyait vraiment à côté d'elle, même si son bureau était toujours propre. Ce jour-là, c'était sandwich aux boulettes de viande. Je m'en souviens à cause des rires de la cantine, de la sauce marinara et du pain trop cuit, et de la grogne générale à cause de l'odeur. J'étais en train de retirer les oignons de mon assiette quand c'est arrivé. Notre nouvelle institutrice, Madame Templeton, avait une voix aiguë et soudaine. Elle n'a pas baissé la voix lorsqu'elle a dit « Tessa, ta famille n'a pas payé le déjeuner. Ne touche pas à la nourriture. » Juste comme ça. Sans douceur, sans discrétion. Et toute la classe l'a regardée comme si elle venait d'annoncer un crime. Les mains de Tessa se sont figées sur le plateau. Ses joues ont rougi et je jure avoir vu son regard se perdre dans un coin de la salle, comme si elle cherchait un trou où disparaître. Puis, sans un mot, elle a repoussé le plateau et s'est assise, les mains sur les genoux. Son estomac a gargouillé si fort que je l'ai entendu de 2 rangées plus loin, et c'était fini. Personne n'a rien dit. Ni l'institutrice, ni les enfants. Tout le monde est retourné à son repas, certains riant même. Mais je n'ai pas pu manger après ça. Mon sandwich avait un goût de carton. Mon lait était chaud et je n'arrêtais pas de la regarder, ses épaules se gonflant comme si elle essayait de se replier sur sa chaise. J'ai attendu les 10 dernières minutes du déjeuner. J'ai enveloppé la moitié de mon sandwich dans une serviette en faisant semblant de chercher quelque chose dans mon sac. Quand la cloche a sonné et que la prof est sortie pour surveiller le couloir, je me suis levée, je me suis dirigée vers son bureau et j'ai glissé le sien sous ses bras croisés. Elle a levé les yeux, surprise, ses grands yeux comme ceux d'une biche prise dans les phares. J'ai paniqué un instant. Et si elle pensait que je me moquais d'elle? Pour moi, elle a murmuré, à peine audible, par-dessus le bruit des chaises. Ouais, ai-je dit maladroitement. Tu peux. De toute façon, je n'ai pas vraiment faim. Elle a cligné des yeux, comme si elle se demandait si elle devait me croire. Puis elle a baissé les yeux sur la serviette comme si elle était en or. Merci, Callum, a-t-elle dit. Entendre mon nom dans sa bouche m'a pris au dépourvu. Je n'avais même pas réalisé qu'elle le savait. J'ai hoché la tête et suis retournée à ma place comme si de rien n'était, comme si mon cœur ne battait pas fort ou que mes oreilles ne brûlaient pas à cause des escaliers silencieux que j'imaginais me suivre. Nous n'étions pas amis, pas encore. Mais quelque chose a changé ce jour-là. À la récréation, j'ai remarqué son regard dans ma direction. Pas le regard habituel du genre, ne me vois pas, mais quelque chose d'autre. Un petit regard. De l'espoir, peut-être. La semaine suivante, elle s'est redressée. Parfois, je la surprends à fredonner. Et quand le déjeuner arrivait, je laissais une partie de mon repas intact et je le glissais sur mon bureau. Nous avons mis au point un système. Pas de mots, juste un regard, une serviette, une passe. Elle me remerciait toujours. Toujours. Un après-midi, j'ai fait exprès de laisser tomber mon crayon pour m'accroupir près de son bureau et murmurer « Pourquoi ne demandes-tu pas à manger à la maison ?» Elle a haussé les épaules, bougeant à peine les épaules. Ma mère travaille. Mon père dit que la nourriture à l'école est gratuite, donc ça devrait aller. Mais ce n'est pas gratuit, ai-je dit, confuse. Pas quand ils oublient de remplir les papiers. Elle sourit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ça va. J'y suis habituée. Habituée. Ça pesait lourd sur ma poitrine. Je l'ai dit à ma mère ce soir-là. On était dans la cuisine, je faisais semblant d'aider à faire la vaisselle pendant qu'elle récurait une poêle.
Je n'ai pas tout dit, juste qu'une fille de ma classe ne déjeunait pas toujours et que je partageais le mien. Ma mère s'est arrêtée, s'est retournée et m'a regardée d'une manière qui m'a rendue nerveuse. Pas fâchée, juste en me voyant. Le lendemain matin, il y avait 2 boîtes à lunch sur le comptoir. L'une portait mon nom, et l'autre disait, au cas où, un marqueur. Pas d'explication, pas de question. C'était sa façon de faire. Quand j'ai tendu la boîte à Tessa ce jour-là, elle l'a regardée comme si c'était une farce. C'est ma mère qui l'a faite, ai-je dit. Tu pourras la rendre en fin de journée. Tessa m'a regardé, puis la boîte, et a hoché lentement la tête. Elle le tenait comme s'il allait disparaître si elle ne faisait pas attention. Cette semaine-là, j'ai remarqué d'autres choses, comme ses chaussures trouées par où ses gros orteils essayaient de s'échapper. Son sac à dos lui avait été donné par un autre élève de notre classe, un garçon qui avait déménagé 2 ans plus tôt, et elle n'avait jamais rien demandé, pas une seule fois. Le vendredi, elle était assise à côté de moi pendant la lecture libre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous nous sommes juste échangé des notes sur les livres que nous faisions semblant de lire. J'ai appris qu'elle aimait les chats, détestait les maths et pensait que le plus beau son du monde était celui d'une fenêtre qui s'ouvre un soir d'été. Je me souviens avoir trouvé cette réponse étrange jusqu'à ce que je l'entende moi-même plus tard cette année-là et que je pense immédiatement à elle. Un jour, je lui ai dit qu'elle souriait comme quelqu'un qui pleurait beaucoup. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les attraper, et je me suis préparée à ce qu'elle craque, se ferme, mais elle m'a regardé comme si j'avais retiré une couche dont elle n'avait même pas remarqué l'existence. Elle n'a pas nié. Elle a juste hoché la tête, puis a murmuré. Je ne pleure plus autant. C'est le jour où j'ai compris que la gentillesse ne se résumait pas à de grands discours ou à des actes héroïques. Elle se résumait aux petites choses. Un sandwich, une serviette, un moment où l'on se voit. Et pour nous deux, ce moment a tout changé. Tout a commencé par une coïncidence. Tessa et moi marchions par hasard dans la même direction après l'école. On ne l'avait pas prévu. On ne s'est même pas parlé les premières fois. On a juste trouvé le même rythme après avoir traversé la cour de récréation et dépassé le vieil orge près des râteliers à vélo. Sa rue bifurquait de la mienne 3 pâtés de maison plus loin. Mais pendant ces pâtés de maison, on partageait l'espace en silence, un silence confortable, qui, à cet âge, ressemblait à une forme rare de magie. Je me souviens d'un après-midi de début octobre, où le vent soufflait fort et où les arbres commençaient à peine à se déshabiller lentement. Elle avait les mains enfoncées dans ses manches, son cardigan en laine tenant à peine le froid. « Tu as déjà rêvé de voler ?» demanda-t-elle soudain. J'ai cligné des yeux comme si j'avais des ailes. « Ouais », dit-elle, les yeux fixés sur la canopée bruissante au-dessus de nous. Comme un oiseau. Pas de billet, pas de permission, juste parti. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je n'avais pas beaucoup pensé à l'évasion. J'aimais la maison. J'aimais ma routine. J'aimais les crêpes de ma mère le dimanche. Mais Tessa disait ça comme si l'évasion était une question de survie. Comme si voler n'était pas un rêve. C'était une nécessité. Où irais-tu ? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Quelque part sans crier. Et des chats. Plein de chats. J'ai ri. Pourquoi des chats ? Ils retombent toujours sur leurs pattes, a-t-elle dit en se tournant vers moi avec un petit sourire. Même quand tout est sens dessus-dessous. Ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai tout raconté à ma mère. Enfin, presque tout. Je n'ai pas dit que le père de Tessa buvait ou qu'il laissait parfois sa mère pleurer sur le porche. Je n'ai pas dit qu'elle portait les mêmes vêtements parce que sa mère faisait des doubles gardes au restaurant juste pour garder les lumières allumées. Je n'étais pas obligée de dire ces choses-là. Ma mère savait lire entre les lignes. Elle était tranchante. Des pommes pour une tarte, le rythme de son couteau régulier et calme. Quand j'ai fini de parler, elle a continué à couper. Puis elle a dit qu'elle avait déjà mangé ma soupe poulet et nouilles. Non, j'ai dit qu'elle ratait quelque chose. Maman a répondu et est retournée au travail. Le lendemain matin, il y avait 2 thermos et 2 lots de sandwich. La deuxième boîte à lunch n'avait pas le nom de Tess dessus, juste un petit post-it sur lequel était écrit « Pour ton ami ». J'espère qu'elle aime le fromage en plus. La première fois que je la lui ai tendue, elle est restée figée.
Je ne peux pas prendre ça, a-t-elle murmuré. C'est ma mère qui l'a fait, ai-je dit. Elle va être furieuse si tu le gâches. Elle a plissé les yeux comme si elle ne me croyait pas. Mais son estomac a gargouillé à ce moment précis et j'ai vu la bataille entre l'orgueil et la faim se lire sur son visage. Finalement, elle l'a prise et a dit, dis-lui que je la remercie. Le lendemain, elle m'a rendu la boîte avec le mot encore à l'intérieur. Elle avait écrit quelque chose au dos. Le meilleur croque-monsieur j'en ai jamais eu. Finalement, Tessa a commencé à venir après l'école. Au début, c'était pour les devoirs. Elle disait que sa maison était trop bruyante, trop chaotique. Puis, c'est devenu Junie. Junie était notre chatte. Cette boule de poil en smoking, lunatique, mi-endormie, mi-sarcastique, qui faisait semblant de n'aimer personne jusqu'à ce qu'on arrête. Mais Junie a aimé Tessa presque immédiatement. Elle se blottissait sur ses genoux pendant qu'on faisait des exercices de maths ou qu'on revoyait le même dessin animé sur un robot perdu pour la 5e fois. Parfois, Tessa fredonnait ces chansons douces que je ne reconnaissais pas, comme des berceuses d'une langue qu'elle et le chat seul parlaient. Un après-midi, Tessa est restée plus tard que d'habitude. Ma mère préparait un hachis parmentier, et l'odeur à elle seule semblait réchauffer les épaules de Tessa. On a mangé à table, et je me souviens de l'avoir vue couper soigneusement chaque bouchée, comme si elle essayait de ne pas trop en prendre, même quand on lui offrait tout. Après le dîner, elle aidait à faire la vaisselle, malgré les ordres de ma mère. Elle s'asseyait. Elle essuyait les assiettes comme si elle avait été dressée à le faire. Comme si aider était sa façon de dire merci sans un mot. Elle est la bienvenue quand elle veut, a dit ma mère plus tard ce soir-là, après le départ de Tessa. Dis-lui-le. J'ai hoché la tête, mais je n'étais pas obligée. Tessa le savait déjà. Elle le savait à la façon dont sa mère lui demandait comment s'était passée sa journée. À la façon dont Junie sautait sur ses genoux comme si elle était à sa place. À la 2e boîte à lunch qui arrivait toujours, beau temps mauvais temps. Petit à petit, son rire s'est fait plus présent. Pas tout le temps, elle était encore prudente, elle sursautait encore quand quelqu'un criait trop fort à la télévision ou laissait tomber un livre en classe. Mais chez moi, elle souriait. Un vrai sourire. Et je ne crois pas avoir compris ce que signifiait vraiment, en sécurité, avant de voir ce que cela signifiait sur le visage de quelqu'un d'autre. On en avait fait une routine. Rentrer à pied ensemble, faire ses devoirs, caresser le chat, manger, la raccompagner jusqu'à son point de départ, et recommencer. Et chaque fois qu'elle partait, je remarquais qu'elle s'attardait à la porte, comme si elle n'était pas encore prête. Retourner. Comme si notre maison existait dans un monde différent du sien. Un monde avec une lumière tamisée et des biscuits en trop dans le bocal. Un jour, je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire plus tard. Nous étions allongés sur le tapis. Junie était affalée sur nos jambes. Les restes de pop-corn jonchaient le sol. Heureuse, dit-elle. Non, comme un travail, insistai-je. Elle fixa longuement le plafond. Quelqu'un qui aide les gens à se sentir vus. C'est un travail. Ça devrait l'être, murmura-t-elle. Je n'avais pas réalisé à quel point ces après-midi comptaient pour moi jusqu'à la seule fois où elle ne s'est pas présentée. C'était un jeudi. J'ai attendu près de l'orme. 10 minutes se sont écoulées. Pas de Tessa. J'ai regardé ma montre, j'ai donné un coup de pied dans une pierre, j'ai commencé à marcher lentement comme si elle allait me rattraper, mais elle ne l'a jamais fait. Le lendemain matin, elle avait l'air fatiguée, pâle. Il y avait d'un bleu sous sa manche, comme une ombre qui essayait de se cacher. Tout va bien, demandai-je. Elle hocha la tête, mais ses yeux restèrent immobiles. Je n'ai pas insisté. Je lui ai juste tendu la boîte à lunch. Plus tard dans la journée, elle a glissé un morceau de papier plié dans mon casier. Un dessin de Junie recroquevillé sur le rebord d'une fenêtre, les rayons du soleil étirant sa fourrure. Dans un coin, elle avait écrit « Merci de m'avoir offert un endroit où respirer ». Je me suis alors rendu compte que, pendant que je l'avais vue à la cafétéria, pendant que je lui offrais des sandwichs et de la compagnie, elle m'avait aussi donné quelque chose. Un but, de la compréhension, un aperçu de ce que cela signifiait d'être important pour quelqu'un d'autre. Et peut-être même à ce moment-là, une partie de moi savait que ce n'était pas seulement de l'amitié.
Que le coin tranquille que nous nous étions créé dans le chaos de la 6e allait se transformer en quelque chose de plus. Qu'elle n'était plus seulement une fille en cardigan. Elle était Tessa, ma première vraie connexion, mon point d'ancrage, mon commencement. En 5e, nos noms étaient officieusement associés. Pas au sens où cela signifiait popularité ou nomination au bal de promo. Loin de là. Plutôt une note de bas de page murmurée dans les couloirs, une blague racontée en main jointe. J'étais là une enfant tranquille. Et Tessa. Elle était différente à leurs yeux. Pauvre, sale, bizarre. Peu importait qu'elle soit l'esprit le plus vif du cours d'anglais ou qu'elle puisse dessiner un paysage en 2 coups de crayon et une gomme cassée. Les gens ne voyaient que ce dont ils voulaient se moquer. Tu sors avec elle, Callum ? C'est ta petite affaire de charité ? Le pire, ce n'étaient pas les mots. C'était la façon dont ils étaient lancés comme des bonbons, négligemment et bruyamment, juste pour voir si on sursautait. On ne sursautait pas. Pas vraiment. Tessa avait pris son armure plus vite que moi. Elle n'a pas pris la peine de répondre, et quand je lui ai demandé si ça l'avait déjà touchée, elle a juste dit, avant, ça lui arrivait. Maintenant, j'écoute juste la partie de moi qui s'en fiche. Mais je savais qu'il n'en était rien. J'ai vu comment ses doigts se crispaient sur ses livres quand quelqu'un riait trop fort derrière nous. J'ai remarqué comment elle évitait le contact visuel en passant devant les filles qui portaient des bracelets à breloques assortis et des glosses parfumées aux fruits. J'ai tout remarqué. Tessa et moi nous étions aménagés un petit monde, fait de silence et de sarcasme, de devoirs partagés et de promenades 2 fois plus longues juste pour éviter les rues animées. On s'asseyait sur les balançoires après l'école, quand la cour de récréation était presque vide, et on parlait de choses qui nous semblaient trop vieilles pour notre âge. Mon père déménage la semaine prochaine, a-t-elle dit un après-midi, les yeux fixés sur la chaîne rouillée de sa balançoire. Je pense que c'est définitif cette fois. C'est bon, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Peut-être. C'est plus calme maintenant. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai offert la seule chose que je pouvais, un morceau de mon sandwich et une main tendue en silence. Elle n'a pas pris le sandwich cette fois-là, juste ma main. J'avais aussi commencé à dessiner un peu, copiant son style dans les marges de mes carnets. Elle donnait l'impression que tout était facile, les ombres, la profondeur, l'émotion, d'un simple mouvement du poignet. J'avais dessiné un chat une fois, quelque chose de caricatural et de tordu, et elle avait éclaté de rire si fort qu'elle avait failli tomber du banc. On dirait une pomme de terre avec des moustaches, a-t-elle haleté en se tenant le ventre. J'ai souri. C'est de l'art moderne. Je la garde, a-t-elle dit, et elle a arraché la page de mon carnet. Ça va sur le frigo. Tu n'as pas de frigo. Alors je t'emprunterai le tien. Elle aussi. La fois suivante, elle a apporté du scotch et l'a collé juste à côté d'une photo de moi, petite, avec une cape de Batman. Ma mère a ri. Vous êtes tous les deux des pagailles, a-t-elle dit en m'ébouriffant les cheveux. Tessa rayonnait. C'était ça le truc avec ma mère. Elle ne traitait jamais Tessa comme une invitée. Elle la traitait comme si elle était à sa place. Un jour, alors que nous rentrions à la maison, elle s'arrêta brusquement devant l'épicerie du coin. J'aimerais pouvoir mettre ça en bouteille, dit-elle. Quoi? C'est nous? Cet instant, la promenade, l'odeur de cannelle de cette boulangerie, et la façon dont la lumière vous éclaire le visage juste avant que le soleil ne disparaisse derrière le toit. J'ai cligné des yeux. C'est étrangement précis. Elle sourit doucement. Ce n'est pas étrange si c'est vrai. C'était la magie de Tessa. Elle pouvait transformer quelque chose d'aussi ordinaire qu'un trottoir fissuré en poésie. Elle parlait des nuages comme s'ils étaient vivants. Certains ressemblaient à des vagues gelées en plein choc ou à du coton trop étiré. Un jour, elle a dit qu'un ciel semblait retenir son souffle. J'ai commencé à la croire, non pas parce qu'elle avait toujours raison, mais parce que son monde laissait de la place à des choses que la plupart des gens ignoraient. Nous n'avions pas besoin des autres. C'est ce que je me disais. C'est comme ça que je réagissais quand les plaisanteries devenaient plus acerbes et les murmures plus forts. Ils attendaient que Tessa soit partie pour se rapprocher. Tu sors avec cette fille-là, Callum? Elle sentait la merde ou juste en avait l'air? Je n'ai frappé personne. Je n'ai pas crié.
Mais un jour, j'ai craqué. C'était Darren, du cours de maths. Il a tendu la main dans le couloir, a attrapé mon sweat à capuche et a dit « Tu as des sandwichs gratuits si tu l'embrasses ou quoi ?» Je me suis retournée, j'ai attrapé son poignet et je l'ai tordu juste assez fort pour qu'il lâche son téléphone. Dis encore une chose. Son sourire narquois s'est estompé. Je l'ai vu. L'étincelle de doute. Le moment où il a compris que je n'étais plus le papier peint. Il a reculé. Le lendemain, Tessa n'en a pas parlé, mais elle savait. « Tu n'as pas à me défendre, a-t-elle dit. »« Je sais, ai-je répondu. Mais je le ferai. » Plus tard dans la semaine, alors que nous étions assis sur les marches de ma maison à partager des chips, elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Tu t'es déjà dit que nous ne sommes peut-être pas des parias ?» murmura-t-elle. « Peut-être que nous sommes juste des jeunes adultes. Les gens ne nous comprennent plus aujourd'hui, mais un jour, nous construirons notre propre monde où personne n'aura besoin de s'intégrer. Juste d'appartenir. » Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. La fille qui tressaillait au bruit mais ne reculait jamais devant la vérité. La fille qui portait des pulls d'occasion comme des armures et qui portait l'espoir dans son carnet de croquis. Tu souris comme quelqu'un qui pleurait beaucoup, ai-je dit doucement. Elle n'a pas ri. Elle n'a pas fait semblant de ne pas entendre. Elle a juste hoché la tête. Ouais, mais plus tellement maintenant. Et je crois que c'est là que j'ai compris que nous n'étions pas seulement deux enfants avec des emplois du temps similaires et un amour commun pour les chats. Nous étions quelque chose de plus. Quelque chose construit de petites gentillesses. Et de silences sincères. Nous n'avions pas besoin d'étiquettes. Nous étions là l'un pour l'autre dans un monde qui nous poussait à bout. Nous avions trouvé le centre ensemble. Je n'ai pas su que c'était le dernier jour avant qu'il ne soit déjà terminé. C'est souvent comme ça que les fins arrivent. Habillés discrètement comme n'importe quel après-midi. Pas de sirène d'alarme, pas de voyant clignotant indiquant « ça y est ». Accrochez-vous bien. Ce matin-là, Tessa avait la même apparence que d'habitude. Même cardigan usé, même devoir soigneusement plié. Même sourire en m'apercevant devant les grilles de l'école, mais son regard était plus doux, peut-être. Pas triste, pas tout à fait, juste lointain, comme si elle était déjà à mi-chemin. Nous avons suivi notre itinéraire habituel, passant devant l'épicerie du coin, devant la fresque fissurée sur le côté de la laverie où quelqu'un avait autrefois peint une galaxie. Tessa l'a pointé du doigt, comme à son habitude. Je trouve toujours que cette étoile ressemble à une guimauve fondue, a-t-elle dit. C'est peut-être une supernova, ai-je suggéré. Une guimauve qui a explosé, a-t-elle souri, mais pas de tout son visage. Je le savais maintenant. À l'époque, je n'étais pas toujours douée pour nommer les émotions, mais je les sentais flotter entre nous. Quelque chose clochait. Elle a attendu qu'on arrive au troisième feu, celui qui mettait toujours trop de temps et nous mettait en retard si on ne traversait pas. C'est là qu'elle s'est arrêtée. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle dit en fixant l'aiguille rouge qui clignotait sur le passage piéton. J'ai senti mon estomac se serrer. Non pas que je sache ce qui allait arriver, mais parce qu'une partie de moi sentait que ce n'était pas bon. Elle a hésité, puis m'a regardé. On traverse le pays. J'ai eu la bouche sèche. Quoi? Quand? Demain matin, elle a dit les mots trop vite. Ma mère a trouvé un boulot dans l'Oregon. Un meilleur salaire à temps plein. Elle dit, on a besoin d'un nouveau départ. J'ai hoché la tête trop vite, comme si ça rendait les choses acceptables. C'est bien. C'est super, non? Pour elle, pour toi. Tessa n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé. Je la voyais essayer de tout retenir, comme si elle avait répété ce moment des centaines de fois et qu'elle n'y parvenait toujours pas. Je voulais te le dire plus tôt, dit-elle, mais je ne savais pas comment. Nous avons traversé la rue au feu rouge, mais tout semblait lent. Mes jambes bougeaient comme si elles ne m'appartenaient pas. Les mots s'accumulaient dans ma gorge, mais aucun ne sortait. Nous nous sommes arrêtés chez moi, comme toujours. Junie était recroquevillée devant la fenêtre, remuant la queue, nous observant comme si elle savait que ce moment comptait. Ma mère a ouvert la porte et, pour la première fois, Tessa n'est pas entrée. Elle a dit, attends.
Elle s'est tournée vers moi et a sorti quelque chose de son sac. C'était un morceau de papier plié, chaud d'avoir été pressé contre elle. Je l'ai dessiné hier soir, a-t-elle dit en le posant dans ma paume. Pour toi. Je l'ai ouvert et j'ai failli m'étouffer. C'était Junie, parfaitement dessinée, recroquevillée à son coin ensoleillé habituel près de la fenêtre de la cuisine. Mais ce qui m'a interpellée, c'est l'écriture dans le coin. Merci de m'avoir reçu. J'ai levé les yeux, mais elle serrait déjà ma mère dans ses bras, serrée et tremblante. Les mains de ma mère étaient fermes sur son dos, immobiles. Je crois qu'elles pleuraient toutes les deux, même si aucune d'elles n'en parlait. Tessa s'agenouilla et caressa une dernière fois Junie à travers l'écran. Au revoir, Kitty, murmura-t-elle. Ne m'oublie pas. Je ne pouvais pas parler. Je suis restée plantée là, le dessin à la main et 1000 mots coincés dans la bouche. Sa mère s'arrêta dans une berline argentée poussiéreuse. Elle sortit et s'approcha de ma mère, silencieuse et posée. Je voulais te remercier, dit-elle, pour tout ce que tu as fait pour elle. Je ne pense pas que tu sauras jamais ce que ça signifiait. J'en sais assez. Ma mère répondit doucement. Prends soin d'elle. Elles s'étreignirent brièvement, maladroitement, comme deux personnes qui avaient partagé un fardeau sans jamais se l'avouer. Puis ce fut le moment. Tessa me regarda une dernière fois. Vraiment. Ses yeux brillèrent, puis elle se retourna sans un mot et monta dans la voiture. Je restai sur le trottoir, tenant cette photo comme si c'était une bouée de sauvetage. Et puis elles disparurent. Je n'ai pleuré que plus tard dans la soirée. Après le dîner, après les devoirs, je n'arrivais plus à me concentrer après m'être brossé les dents et avoir fait comme si tout allait bien. Je me suis mise au lit et j'ai regardé à nouveau le dessin, en traçant les lettres avec mon pouce. Merci de m'avoir vu. C'était ça, Tessa. Elle ne demandait jamais grand-chose, juste qu'on la voie, pas qu'on la répare, pas qu'on la sauve, juste qu'on la reconnaisse. Et pendant un temps, j'avais fait ça. Et elle m'avait vu aussi. Pendant un moment, on s'écrivait de vraies lettres, avec de l'encre et des timbres. Le premier Noël, elle m'a envoyé une carte postale avec un dessin d'une maison enneigée et a écrit « Ce n'est pas encore la maison, mais c'est mieux ». J'ai renvoyé une photo de Junie avec un bonnet de Père Noël. La deuxième année, elle m'a dit que sa mère s'était remariée. Il est calme. Gentil. Il sent le café frais et répare les meubles cassés. Je crois que je l'aime bien. La troisième année, elle n'a rien envoyé. J'ai écrit quand même, mais j'ai reçu la lettre. Pas d'adresse de réexpédition. La vie a continué. J'ai grandi. J'ai trouvé de nouveaux amis, j'en ai perdu, je suis allée au lycée, j'ai joué la sécurité. Je n'ai jamais vraiment parlé de Tessa à personne. Non pas parce que je voulais la cacher, mais parce qu'elle me semblait mienne, comme si notre petit monde avait été trop fragile pour être partagé. J'ai gardé le dessin, plié et replié jusqu'à ce que les plis s'effilochent. Je l'ai rangé dans une boîte à chaussures sous mon lit avec d'autres chutes d'enfance. Un talon de ticket du premier film que j'ai vu seul. Un bouton d'une veste qui me manquait. Une serviette avec des gribouillis. On s'est retrouvés pendant un cours d'histoire ennuyeux. Certains souvenirs s'estompent, mais pas cette promenade. Ni ce dernier regard par-dessus son épaule. Ni le dessin du chat dans ma main, ni le silence qui s'est abattu sur notre porche après le départ de la voiture. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce que certaines personnes entrent dans votre vie comme un coup de vent. De façon inattendue, inexpliquée. Mais quand elles partent, l'atmosphère n'est plus jamais tout à fait la même. 16 ans s'étaient écoulés depuis cette dernière promenade avec Tessa Linwood. Pourtant, elle vivait encore dans un coin de ma tête comme une vieille photo. Délavée sur les bords, mais jamais complètement disparue. Depuis, j'étais passé du statut d'adolescent maladroit à celui de costard rasé de près. Sur ma plaque, on pouvait lire Callum Drew, stratège commercial senior, ce qui semblait plus impressionnant qu'il ne l'était la plupart du temps. Je travaillais chez Aldrich Systems, un endroit où au plafond et promesses creuses allaient de pair et où les chiffres comptaient plus que les noms. Mais pendant 6 mois, j'ai eu quelque chose de concret. J'ai eu le contrat Virex. Virex. Technologie n'était pas un client comme les autres.
C'était le client. Un contrat de 500 millions de dollars qui pouvait redéfinir notre année, voire l'entreprise tout entière. J'avais soigné ce contrat comme si c'était mon propre enfant. D'innombrables appels, des présentations qui prenaient des week-ends, des suivis tard le soir, des présentations personnalisées. Je me souvenais même du nom du chien du directeur financier, Cinder. J'étais tellement impliqué. Mon patron, Monsieur Alvorson, le genre d'homme qui ne souriait qu'en voyant le cours de la bourse grimper, avait cessé de m'appeler Drew et avait commencé à m'appeler la poule aux œufs d'or. Sa voix était un peu possessive, comme s'il était celui qui peaufinait chaque détail. Ce contrat, c'est l'avenir, m'a-t-il dit un matin en tapant du poing sur la table de conférence. Nous avons décroché et Aldrich System n'est pas qu'un nom, c'est une marque. Je ne me suis pas laissé monter la tête. Pas grand-chose, mais j'ai commencé à chercher des appartements quelques étages au-dessus de ce que mon budget me permettait. J'ai commencé à imaginer la stabilité, pas là le travail de survivaliste que mes parents ont vécu, mais une vraie sécurité, peut-être même un semblant de bonheur. Et puis est arrivé Mike. Mike était le genre de collègue qui portait des cravates de pouvoir et parlait comme s'il avait inventé le charisme. Mais il était tout en clin d'œil. Le type qui se portait volontaire pour obtenir des crédits mais disparaissait à l'approche des échéances. Pour une raison inconnue, alors on l'appréciait. Il disait qu'il avait des cadeaux. Ce qu'il avait, c'était une dentition parfaite et un don pour s'attacher au succès comme un poisson à un requin. Mike avait aidé sur l'affaire Virex. J'entends par là qu'il hochait parfois la tête pendant les présentations et envoyait des emails de suivi sans conviction, criblés de fautes de frappe. Je l'ai tenu au courant parce que les politiques de bureau l'exigeaient. Grosse erreur. La dernière réunion avec Virex était censée être la signature, la poignée de main, le champagne. J'avais confirmé la date à 2 reprises auprès du responsable des achats, je l'avais noté sur mon agenda et j'avais mis Mike en copie juste pour qu'il puisse me faire parvenir des encas ou faire ce qu'il prétendait apporter. Le jour J est arrivé. Je suis arrivé en costume bleu marine. Le pitch était prêt, les documents étaient répétés à la lettre. La salle de réunion était vide. 10 minutes passèrent, puis 20. J'appelais Virex. La voix à l'autre bout du fil était froide. Monsieur Drew, notre équipe vous attendait hier. Comme personne ne s'était présenté, nous avons supposé que la réunion n'était pas prioritaire. Je clignais des yeux, le cœur serré. Hier? Oui. Mike nous l'a confirmé. Envoyez une invitation pour mardi. C'était mercredi. Je ne me souviens pas d'avoir raccroché. Je restais planté dans la pièce, le silence hurlant. J'ai consulté mes emails. Effectivement, Mike avait répondu à l'équipe Virex quelques jours plus tôt, changeant la date de la réunion sans me prévenir. Je fis irruption dans le bureau d'Alorson comme un homme essayant de sauver ses propres funérailles. Monsieur, je peux vous expliquer. Il leva la main. Je ne veux pas d'explication, Drew. Je veux un nouveau contrat. Vous avez 3 jours pour le remplacer. J'en restais bouche bée. 3 jours? Monsieur, c'est impossible. 3 jours, répéta-t-il. Ou votre poste reviendra à quelqu'un de plus affamé. Mike j'étais dans un coin de la pièce, sirotant un café comme s'il n'avait pas torpillé un demi-milliard de dollars de travail. Il m'a haussé les épaules, encore et encore. Dehors, les fenêtres du bâtiment reflétaient mon expression stupéfaite. J'avais l'impression de voir un homme qui venait d'être précipité dans le vide et qui n'avait pas encore touché le fond. Toutes les nuits blanches, les week-ends sacrifiés, les relations tendues, tout cela ne signifiait plus rien. J'ai passé les 24 heures suivantes à appeler tous les prospects potentiels avec lesquels nous avions flirté l'année précédente. D'anciens prospects, des appels à froid. Même une entreprise qui avait un jour déposé une candidature spontanée après qu'un stagiaire trop enthousiaste lui ait spammé les boîtes mail, refus après refus. La plupart n'ont même pas répondu. Et puis je me suis souvenu de la dynamique de Gravestone. Gravestone était une bête têtue, conservatrice, arrogante. Ils ne répondaient pas aux tactiques ostentatoires ni aux argumentaires trop travaillés, mais ils avaient des besoins. Et je me suis souvenu de Sorin, un jeune associé que j'avais rencontré à un salon technologique. Il était jeune, idéaliste, le genre à secouer les dents.
Je t'ai serré la main trop souvent et je t'ai demandé quelle était ta plus grande inspiration. Nous avions partagé une bière au bar de l'Expo. Nous avions parlé de football américain, de dettes étudiantes et du fait que la plupart des dirigeants ne laissaient pas vraiment la parole aux jeunes. Je l'appréciais. Il me rappelait moi-même avant que le cynisme ne s'installe. Alors, j'ai appelé. À ma grande surprise, il a répondu. Quel homme. Sa voix était prudente mais curieuse. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Je sais que c'est soudain, ai-je dit. Mais j'ai besoin de 5 minutes. C'est tout. Il n'a pas dit non. C'était quelque chose. Le lendemain matin, je suis entré dans le hall de Gravestone, un classeur sous le bras et le désespoir palpable. La réceptionniste m'a à peine regardé. Sorin m'a accueilli près des ascenseurs. Il avait l'air d'avoir grandi, plus sûr de lui, plus élégant. Il a hoché la tête. À bientôt, a-t-il dit. Nous sommes entrés dans la salle de conférence. 3 personnes étaient déjà là. 2 cadres intermédiaires et un homme qui respirait le dédain avant même d'ouvrir. Sa bouche. Cheveux gris, costume sombre, mâchoire serrée comme si ça lui coûtait de l'argent de la bouger. Il ne s'est pas présenté. J'ai lancé mon argumentaire. Soigné, précis, personnalisé. J'ai même ajusté les indicateurs de coût pour qu'ils correspondent à leurs références trimestrielles. Je l'avais mémorisé. Parfait. Puis l'homme s'est penché en avant. Alors, c'est quoi ce théâtre du désespoir? Sommes-nous censés être flattés? J'ai cligné des yeux. Excusez-moi. Des pots de vin pour le dîner, des réunions de dernière minute, on essaie de nous vendre des machines hors de prix parce que vous avez raté une vraie affaire et que vous devez sauver la face. Acceptez votre présentation et je ne soudoie personne. J'ai interrompu, luttant pour garder un ton égal. Je vous montre de la valeur. La salle s'est immobilisée. L'homme s'est levé. Cette réunion est terminée. L'ascenseur a sonné derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Je suis resté planté là, humilié, le cœur battant, me demandant si c'était le moment où j'avais tout perdu. Et puis j'ai entendu une voix derrière moi, douce, calme, précise. Peut-être devriez-vous le laisser finir. Cette voix derrière moi. J'ai arrêté l'air en plein souffle. Ce n'était pas bruyant, mais ça a transpercé la tension comme un scalpel. Contrôlé. Sûr. Pas une demande, une instruction enveloppée de velours. Je me suis retourné et le temps a fait quelque chose d'étrange. Ralenti peut-être. La femme debout près de l'ascenseur portait un tailleur pantalon bleu marine sur mesure qui semblait avoir été construit autour d'elle. Ses talons ont claqué doucement lorsqu'elle est entrée. Sa posture était celle de quelqu'un qui avait traversé des centaines de pièces comme celle-ci et ne s'était jamais sentie petite. Ses cheveux étaient attachés en arrière, soignés et posés, pas une mèche de travers. Mais ce sont ses yeux qui m'ont fixé. Il y avait quelque chose de familier là-dedans, juste sous la surface, comme une musique qu'on connaissait par cœur, mais qu'on n'avait pas entendue depuis des années. Elle a souri légèrement, puis a regardé l'homme qui venait d'essayer de m'éjecter de la pièce. Papa, tu m'interromps. Papa, j'ai cligné des yeux. Ça n'avait pas de sens. Il a haussé un sourcil. Excusez-moi. Elle n'a pas bronché. Je vous ai demandé de le laisser finir. J'ai examiné les spécifications Aldrich la semaine dernière. Je pense qu'elles valent la peine. Discuter. L'homme, que j'ai réalisé maintenant était l'homme, Arthur Whitmore, qui fondateur et PDG Emeritus de Gravestone Dynamics, a plié les bras. Ce n'est pas le moment, Tessa. Tessa. Mon souffle était attelé. Non, je ne pourrais pas l'être. Elle se tourna pleinement vers moi maintenant, en marquant toujours sur qui je suis, quel homme. Le nom a frappé comme une pierre dans l'eau, ondulant vers l'extérieur et envoyant le passé s'écraser à la fois. Cardigan threadbare. Junie s'est bouclée sur ses genoux. Un croquis de chat s'est replié dans ma paume avec un message que je n'avais toujours pas abandonné. Tessa. Son sourire s'élargit juste une fraction. Nouveau nom de famille, Whitmore. Mais oui, c'est moi. C'était comme si le monde a basculé de côté.
Tout l'oxygène de la pièce a changé. Mon esprit a eu du mal à superposer le souvenir d'une fillette de 12 ans avec une femme qui se tenait maintenant comme si elle pouvait acheter tout le bâtiment si elle le voulait. Sorin, se tenant juste à côté du côté, ce qui entre nous. Vous vous connaissez tous les deux? Tessa hocha la tête. Nous revenons bien. Arthur Whitmore avait l'air de mordre dans quelque chose de aigre. Vous avez examiné cette proposition? Je l'ai fait, a-t-elle dit 2 fois. J'ai également vérifié leur cohérence des fournisseurs, leurs clauses de garantie et leur portée de soutien régional. Je crois que l'investissement est logique à long terme si les termes s'alignent. Il plissa les yeux. Et vous n'avez pas ressenti le besoin de le mentionner avant de faire irruption. Elle le regarda droit. Vous dites toujours de faire confiance à mon jugement. J'invoque cette confiance. Il l'a étudié pendant une longue seconde, puis est revenu lentement à son siège sans un autre mot. C'était tout ce qu'il a fallu. Pas d'accord, pas de se rendre, juste un clin d'œil au fait que sa fille Tessa avait gagné le droit de changer la température dans n'importe quelle pièce qu'elle est entrée. Elle se tourna vers moi. Veuillez continuer. Je m'éclais la gorge, le cœur est toujours en cours de course. À droite. Ah, oui. J'ai ramassé là où je me suis arrêté, ma voix plus stable maintenant, mais seulement parce que le sien était un bouclier à côté de moi. J'ai parcouru les prévisions cost-bénéfice, la logistique intégrée et la structure de soutien postal que nous proposions. Non, un a interrompu cette fois. Arthur fronça occasionnellement les sourcils mais ne s'est pas opposé. Les 2 autres managers ont griffonné des notes. Sorin regarda Tessa toutes les 30 secondes comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. Quand je me suis terminé, je pose le classeur et expirai. C'est l'aperçu. S'il y a des inquiétudes, je suis heureux de les résoudre. Pendant un long moment, le silence. Puis Arthur se tourna vers Sorin. Je veux une ventilation complète du matin. Si les chiffres correspondent à ce qu'elle dit, nous allons avancer. Sora acquiesça rapidement. Oui, monsieur. Arthur se leva, puis me regarda. Vous avez de la chance que ma fille vous aime. J'ai ouvert la bouche, mais Tessa a interrompu. Il n'est pas arrivé ici. Arthur sortit. Les 2 managers ont suivi. Sorin m'a donné un coup de pouce perplexe avant de fermer la porte derrière eux. Et juste comme ça, la pièce était vide, juste moi et elle. Nous sommes restés en silence un instant, puis j'ai finalement trouvé ma voix. Tu es Tessa Whitmore maintenant. Elle rit doucement. Techniquement Linwood Whitmore, mais cela ne correspond pas bien aux cartes de visite. Comment êtes-vous devenue cette Tessa Whitmore? Elle a donné un petit haussement d'épaule. La vie s'est produite. Ma mère s'est remariée à un homme bon, nous a déménagé à Portland, il possédait une entreprise. J'ai commencé à aider pendant le collège, je l'ai entassé, je l'ai ombragé, puis j'ai dirigé certaines opérations, j'ai finalement pris la croissance stratégique. Maintenant, je prends surtout les décisions pendant que mon beau-frère est assis dans la grande chaise et prend la moitié du crédit. C'est une tradition familiale. J'ai secoué la tête. Vous n'avez pas l'air réel. Et vous ressemblez exactement à ce que vous l'avez fait en 7e année, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Juste plus grand et légèrement moins terrifié par l'interaction humaine. J'ai souri un peu hébété. Je ne peux pas le croire. Je pensais que je ne te reverrais plus. Eh bien, j'ai vu votre nom dans le paquet de propositions et espérais que c'était vous, a-t-elle dit. Ensuite, Sorin a mentionné qu'un Callum Daldrick venait à la hauteur et je pensais que le destin est peut-être un bon timing. Je me suis assis lentement, sentant le poids du passé 16 ans pressant contre le moment. Tu te souviens? Elle leva un doigt, le sandwich à la serviette, le dessin du chat, le fromage grillé de votre maman. Junie, je me souviens tout ça. Cela m'a surpris. J'avais transporté ces moments comme s'ils n'étaient que les miens. Je n'ai jamais oublié, a-t-elle dit comme si je lis mes pensées. Vous avez été la première. Personne qui m'a regardé comme si j'étais humain, pas brisé, pas un fardeau, juste une fille qui comptait. J'ai avalé dur. Vous avez de l'importance. Tu le fais toujours. Elle baissa les yeux, souriant tranquillement. Eh bien, j'ai pensé que je vous devais un.
Un demi-sandwich s'est transformé en un demi-milliard. Nous avons tous les deux ri de cela. Et puis le rire s'estompa dans un silence confortable quand je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Je suis content que vous ayez parlé, dis-je. Là-bas. Je pensais que j'avais fini. Ma carrière, tout ce qui n'est pas sur ma montre, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Croyez toujours au destin? Elle a rencontré mes yeux, sa voix douce. Je le fais maintenant. Je me suis assis là en essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Une seconde, je me préparais à sortir de Cravestone's Boardroom avec ma carrière en ruine et la prochaine Tessa Linwood. Non, Tessa Whitmore avait tourné tout le moment sur sa tête. Mon amie d'enfance, la fille dans le cardigan effiloché, la fille que je n'avais pas vue depuis 16 ans. Elle n'était pas seulement là. Elle était la raison pour laquelle j'étais toujours assis debout. Toujours pertinent. Elle se rapprocha, les yeux brillants avec le même feu tranquille dont je me souvenais de nos promenades après l'école et des coins de la bibliothèque. La différence maintenant? Elle a déménagé avec certitude, pas d'arrogance, juste une compréhension calme de son pouvoir. Elle ne rétrécit plus. Elle ne s'est pas cachée. Vous essayez toujours de le traiter, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, posant son portefeuille sur la table alors qu'elle était assise en face de moi. Je suis quelque part entre crainte et arrêt cardiaque, ai-je dit. Elle a ri. Le son plus poli que les rires dont je me souvenais, mais toujours indéniablement. Eh bien, commençons petit. Comment vas-tu? Il n'y avait aucun moyen de répondre à cela dans une phrase. Pas après tout. Le travail que j'ai presque perdu. Les nuits blanches essayant de compenser l'erreur de quelqu'un d'autre. Le coup de poing de regarder un demi-année de travail disparaît en quelques secondes. Et avant cela, les années de silence de me demander ce qui est devenu de la fille avec qui je rentrais de l'école. J'ai survécu, j'ai finalement dit. Essayez d'importer dans une entreprise qui oublie votre nom la seconde où vous manquez une cible trimestrielle. Tessa inclina légèrement la tête, m'étudier. Vous comptiez toujours. Il ne savait tout simplement pas comment le mesurer. La pièce était plus chaude en quelque sorte. Plus calme. J'ai jeté un coup d'œil autour des murs polis, le verre givré, les rangées soignées de chaises. Donc, vous êtes la raison pour laquelle j'ai encore une chance ici. J'en fais partie, a-t-elle dit. Mais vous avez gagné le reste. Je leur ai juste donné une raison d'écouter. Cet homme, Arthur Whitmore, c'est votre beau-père. Elle hocha la tête. A épousé ma mère quand j'avais 14 ans. Il n'a pas essayé d'être mon père. Je viens de nous traiter avec respect. Donner espace américain. Et finalement, l'opportunité. Donc, il est pourquoi vous êtes ici. Il a ouvert la porte, a-t-elle dit. Mais je l'ai traversée. Sa voix était ferme, pas défensive, juste claire. J'y suis arrivé en premier, ce qui m'a même surpris. Normalement, je serais celui qui arrivera quelques minutes de retard. Vérifier ma montre alors que je me précipitais avec une excuse à moitié murmouchée sur le trafic ou le travail. Mais pas ce soir. Ce soir, je me tenais au bord d'un bar sur le toit du centre-ville, penchant contre une balustrade en laiton, regardant la ville respirer dans le crépuscule. L'horizon derrière moi était fileté avec une lumière ambrée, 1000 fenêtres brillantes comme des lucioles éparpillées sur la pierre et le verre. Le jazz a joué bas à travers des haut-parleurs cachés, et quelqu'un à l'extrémité secouait un cocktail comme si cela tenait tous leurs regrets. J'ai regardé autour de moi, je ne sais pas comment me tenir debout, que faire de mes mains, comment organiser mon visage pour que cela ne montre pas tout ce que je ressentais. Puis je l'ai vue. Tessa entra sur le toit comme si elle y appartenait. Elle portait un chemisier vert profond, des pantalons à taille haute et un sourire qui a pris le coin de sa bouche avant qu'il ne prenne ses yeux. Elle m'a vu, et pendant un instant, aucun de nous a déménagé. Le bruit de la ville en dessous est tombé. Elle a croisé l'espace lentement, à chaque étape mesurée, familière, mais a changé. Tu es tôt, a-t-elle dit. Tu es en retard, répondis-je, même si elle ne l'était pas, c'était bien de dire quelque chose de normal. Elle sourit et glissa sur le siège en face de moi, plaçant son téléphone sur la table face vers le bas comme une promesse d'être présent. Un serveur s'est approché et Tessa a commandé du vin sans avoir besoin du menu.
Même de la dernière fois, lui dit-elle, puis me regarda. Croyez-moi, j'ai hoché la tête. Timing, j'ai ajouté. La première gorgée était nette, florale et beaucoup trop bonne pour mon budget habituel. Je me suis penchée en arrière, essayant toujours de m'adapter à la surréaliste de tout cela. Faites-vous cela souvent? J'ai demandé. Économiser les vendeurs à moitié noyaux dans les salles de conférence, puis les a emmenés dans des bars sur le toit. Seuls ceux qui m'ont donné une fois du fromage grillé, dit-elle avec un sourire narquois. J'ai ri, secouant la tête. Vous vous souvenez du fromage? Je me souviens de tout. Votre maman a utilisé du pain de seigle. Toaster le grilla bien. Vous le couperiez toujours en triangle. Comme une sorte de rituel culinaire. C'était sa règle. J'ai dit que les triangles ont meilleur goût que les rectangles. Elle avait raison, a déclaré Tessa. Et si gentil. J'avais l'habitude de penser à votre maison quand je ne pouvais pas dormir. Cette grande fenêtre de cuisine avec le chat dedans. L'odeur de la soupe. Sécurité. Tu sais ce que je veux dire? J'ai hoché la tête lentement. Ouais. Je pense que j'ai commencé à comprendre à quoi ressemblait le coffre-fort en vous regardant enfin le ressentir. Elle m'a regardé, son expression s'adoucissant. Tu m'as vraiment vu à l'époque. Pas seulement les trucs cassés. Pas seulement les échymoses que je ne prétendais pas. Tu m'as vu. J'ai laissé cela pénétrer, me souvenant de la façon dont elle avait l'habitude de tressaillir lorsque les portes se fermaient trop fort, comment ses yeux se sont éloignés pour sortir, comment elle s'est retirée des rires comme si cela pourrait lui coûter quelque chose. J'ai vu quelqu'un qui mérite d'être connu, ai-je dit. Même lorsque vous ne l'avez pas encore vu. Elle détourna les yeux un instant, tourbillonnant son vin, puis sourit. Vous manquez la simplicité de la 6e année? J'ai raté les pièces qui comptaient, a-t-elle dit. Comme faire de nos vélos en bas de la colline derrière votre école ou lorsque nous avons construit ce fort de boîte à chaussures pour Junie et elle détestait ça. Elle a gratté le haut en 5 minutes, puis a dormi dans les restes en carton comme des royautés, a-t-elle ajouté en riant. Nous nous sommes calmés à nouveau, le genre de silence que vous ne trouvez que entre les gens qui ont partagé les trucs durs. Les lumières scintillaient plus lumineuses pendant que la soirée approfondit. Un couple a dansé près du bar sans musique, je me balançais sous la lueur dorée comme sans que vous n'ayez pas réussi. Changement, les ombres qui passent dessus. J'ai passé beaucoup de temps à faire semblant de ne pas avoir manqué. J'ai hoché la tête, une émotion qui se met dans ma gorge. J'ai continué à écrire. Même lorsque les lettres sont revenues, j'ai continué à espérer. Sa main tendit la main à travers la table, ses doigts brossant le mien. Et maintenant, nous y sommes. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé. La force, la sagesse, la douceur qui avait survécu à tout. Elle était tout ce dont je me souvenais et pourtant entièrement nouveau. Et en quelque sorte, moi aussi. Tessa, que se passe-t-il maintenant? Elle sourit. Pas stratégique, pas poli, réel. Non, nous commandons le dessert et ensuite nous continuons à parler parce que le destin a peut-être fait le gros du travail, mais le reste qui nous appartient. Et à ce moment-là, alors que la ville fredonnait en dessous de nous et que nos lunettes se sont à nouveau tirées sous les lumières de corde, je l'ai cru parce que quelque chose qui avait été calme et inachevé a finalement parlé, et j'écoutais. Il n'a pas fallu longtemps après cette soirée sur le toit pour que nous commencions à nous revoir. Ce qui a commencé comme une réunion s'est rapidement replié en quelque chose de plus silencieux, plus chaud, plus familier que ce à quoi je m'attendais. C'était comme trouver un vieux livre sur votre étagère et réaliser que l'histoire comptait encore. Toujours parler aux parties de vous, personne d'autre n'avait touché depuis des années. Au début, nous nous sommes rencontrés une fois par semaine, puis 2 fois. Bientôt, nous ne gardons pas de traces du tout. Il y a eu des promenades en fin de soirée, des brunchs qui s'étendaient jusqu'au dîner et ont volé les soirées dans son appartement en regardant des documentaires auxquels nous avons à peine prêté attention. Elle a gardé sa place soignée mais pas froide. Beaucoup de bois naturel, d'éclairage faible, de couvertures douces drapées sur le dos des chaises. Ces livres étaient empilés en tas par thème, art, équité, architecture, manuel de sauvetage de chats errants. Mon appartement, en comparaison, semblait que quelqu'un venait d'emménager ou était sur le point de déménager.
Elle n'a jamais commenté, mais après la 3e fois qu'elle est venue, elle a apporté une plante. Juste un peu de fougère dans un pot en forme de chat pour le rebord de la fenêtre. Elle a dit, cela a l'air seul. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne rencontre à nouveau ma mère. Tu es plus grande, dit maman lorsqu'elle a ouvert la porte. Tu es exactement la même chose, répondit Tessa, riant en se serrant dans ses bras. Ils ont fait du fromage grillé ensemble cette nuit-là. Pain de seigle, cheddar pointu, beurre grillé à un croustillant parfait. Et je les ai regardés de l'autre côté de la cuisine comme si je me tenais à l'intérieur d'un souvenir. Junie était partie depuis longtemps, mais nous avons parlé d'elle comme si elle venait de glisser dans la pièce voisine. Ma mère, toujours sage, n'a pas posé de questions. Elle vient de remettre à Tessa une 2e boîte à lunch à la fin de la nuit comme si c'était à nouveau en 2006. Tessa a déchiré, n'a pas essayé de le cacher, et moi non plus moi. Nous nous sommes installés dans quelque chose qui n'avait pas besoin de définition. Je n'ai pas demandé si nous sortions officiellement. Je n'en avais pas besoin. Nous avons déménagé comme des gens qui connaissaient déjà la réponse. Pourtant, de temps en temps, je la regarderais et je mettrais. La même fille qui tirait des nuages en marge de ses devoirs de mathématiques se trouvait maintenant dans des salles de conférences arguant des mesures d'équité avec des milliardaires. Et elle s'est toujours enthousiasmée par les chats. Elle sourit toujours sur le côté quand elle a vu des levers de soleil. Elle a toujours tracé son doigt le long du bord d'un verre quand elle pensait, je connaissais ces choses. Je me suis souvenu d'eux avant même de devoir les réapprendre. Un samedi matin, nous sommes allés dans une boulangerie nichée dans une rue étroite, l'une de ses favoris. Elle aimait l'odeur de la levure et du sucre dans l'air. La façon dont la contrecommande connaissait déjà sa commande. Nous nous sommes assis près de la fenêtre, ses mains enroulées autour d'une tasse en papier de chai, à la vapeur se courbant entre ses doigts. Elle était à mi-chemin d'un document de politique qu'elle modifiait lorsqu'elle s'arrêta, a incliné la tête et a dit, « Vous souriez comme si vous saviez quelque chose. » « Peut-être que je le fais, dis-je. Vous voulez partager ? » Pas encore. Je lui ai dit, écrivant toujours la fin. Elle a cambré un front mais lâcha. C'était le matin que je savais que je voulais l'épouser. Ce n'était pas un gros éclair de réalisation. Ce n'était pas des cloches de tonnerre ou d'église, juste elle parlant de l'embauche de réforme tout en déchirant des morceaux de sa biographie et en les nourrissant aux moineaux à l'extérieur et à moi, réalisant que je voulais m'asseoir en face d'elle pour le reste de ma vie à travers chaque politique et pâtisserie et jour parfaitement ordinaire. Il m'a fallu un mois pour planifier. La bague n'était pas massive. Ce n'était pas censé l'être. Un saphir ovale doux en argent. Élégant, discret, le genre d'anneau qui chuchotait au lieu de crier. Je ne voulais pas de grands gestes. Je ne voulais pas piloter des bannières ou cacher la bague dans une flûte à champagne. Je voulais quelque chose qui était nous. Alors, j'ai appelé ma maman. Avez-vous toujours l'ancienne boîte à bento ? J'ai demandé. Elle a ri. Celui que Tessa aimait ? Ouais, c'est dans le grenier. Pourquoi ? Je n'ai pas expliqué. Je viens de le prendre le lendemain. Je l'ai rempli la veille. 2 triangles de fromage grillé, tout comme nous avions l'habitude d'emballer. Coupé parfaitement, grillé dans la même poêle que ma mère a utilisée à l'époque. J'ai bordé la boîte de parchemin et niché entre les sandwichs, placé l'anneau à l'intérieur d'une petite poche en velours. Nous avions prévu un pique-nique dans le même parc que nous avions l'habitude de rentrer de l'école. Ça avait changé. De nouveaux bancs, une meilleure clôture, mais certains des arbres étaient les mêmes vieux géants qui nous avaient vus grandir. Nous nous sommes assis sous un seul, une parcelle de soleil réchauffant l'herbe. J'ai fait le déjeuner, dis-je en lui remettant la boîte de liaison. Elle l'ouvrit et se figea. Ses yeux s'écarquillèrent d'abord au sandwich, puis sur le rigne. Calme, murmura-t-elle. J'ai pensé à ce que vous avez dit, lui ai-je dit. À propos du sandwich, pour être vu, pour s'envoler et atterrir en toute sécurité. Et j'ai pensé, et si nous construisions quelque chose de permanent de tous ces petits débuts doux ? Elle tendit la main vers la bague avec des doigts tremblants. Vous plaisantez ? Non. Est-ce réel ? Aussi réel qu'un chat dans un château en carton ? Elle a ri, mais elle a craqué au milieu et est devenue un sob. Elle a jeté ses bras autour de moi avant de pouvoir retirer la question.
Est-ce un oui? J'ai chuchoté dans ses cheveux. Elle recula, les yeux scintillants. Tu plaisantes? J'attends depuis la 6e année. Nous nous sommes mariés ce printemps, le même mois que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. La cérémonie était simple, intime, un jardin plein de lumière douce et de rire bas. Sorin a donné un toast qui a fait pleurer les gens. Ma mère a marché Tessa dans l'allée. Non parce qu'elle a dû, parce qu'elle lui a demandé. Des conseils pour toute l'histoire, j'ai cassé les larmes. Jauni et délicat. Elle avait écrit à l'époque. Merci de m'avoir vu. Je l'ai tenu. C'est là que nous avons commencé. C'est donc là que je commence. Et ce jour-là, nous avons fait ensemble pour de bon. La maison dans laquelle nous vivons maintenant n'est pas grande, mais elle respire comme quelque chose de vivant. Il expire la lumière à travers de grandes fenêtres le matin et taille la chaleur à travers des planchers grinçants la nuit. Il y a des livres sur presque toutes les surfaces, empilés sous des tables basses, tapissant les murs, même glissés entre des oreillers de lancer comme des pensées mal placées. Cela sent la cannelle la plupart du temps ou l'ail ou la lavande selon le test qui a expérimenté. Parfois, ça sent juste nous, comme la maison. Je m'assois dans la cuisine en la regardant bouger, pieds nus, les cheveux noués dans un nœud lâche, appelant notre chat, Nori, alors qu'elle ouvre une boîte de quelque chose qu'elle promet est biologique. Nori s'étend paresseusement sur le rebord de la fenêtre avant de sauter vers le bas et de tisser à travers les jambes de Tessa comme un ruban de fourrure et de méfaits. C'est une scène simple, domestique, ordinaire, et pourtant je ne m'en lasse jamais. Tessa rit lorsque le chat fait passer une patte dans le bol de nourriture. Vous êtes l'animal le plus dramatique du monde, il marmonne, me regardant par-dessus son épaule. Il obtient de vous. Excusez-moi, dis-je, souriant. Je n'ai jamais mis en gage à un repas de ma vie. Vous avez l'énergie de quelqu'un qui est sur le point, elle taquine. Elle apporte plus de 2 tasses de thé, la camomille, pour elle, quelque chose de plus sombre et imprononable pour moi qu'elle insiste sur le fait que je me concentrerai. Nous nous asseyons sur l'îlot de la cuisine, nos genoux se brossant. Nori cercle ci-dessous comme un chef su à fourrure. Ce fut une bonne journée, dit-elle, remuant lentement son thé. J'ai soumis la proposition de budget final, la subvention du projet de capitaux propres et j'ai trouvé une boulangerie qui vend la aire que votre maman a utilisée. Avez-vous acheté 5 pains? 6. Je devais être sûre. Nous rions et j'ai laissé le son de celui-ci s'installer dans mes os. Cette vie que nous avons construite, elle ne clignote pas comme des feux d'artifice. Se glue tranquillement, régulièrement, comme une bougie qui a toujours brûlé, attendant que nous le remarquons. Après tout ce que nous avons traversé, la salle de conférence, le passé, la reconnexion, ce sont toujours les petits moments qui se sentent le plus profond. Le coussin doux de ses pieds sur du bois dur, la façon dont elle fredonne tout en se brossant les dents, les notes collantes qu'elle laisse dans mon sac d'ordinateur portable qui disent des choses comme « Vous êtes brillant » ou « N'oubliez pas le déjeuner ». Même maintenant, lorsque je voyage pour le travail, elle plie un minuscule fromage grillé dans du papier ciré et le cache dans mon sac. Je le trouve à mi-chemin de la journée et je me coule la tête, souriant comme un imbécile. Et elle n'a jamais cessé de dessiner. Nos murs du couloir sont bordés de ses croquis, certains abstraits, certains précis. Il y a un de Nori dormant dans un panier à linge. L'une de nos mains jointes ensemble, esquissée à partir d'une photo que je ne savais même pas qu'elle avait prise. Et au centre de tout cela se trouve le dessin encadré qu'elle m'a rendu en 6e. Celui de Juni, fané mais toujours intact avec son écriture dans le coin. Merci de m'avoir vu. Je le passe tous les jours et chaque jour, cela me rappelle à quoi l'amour est censé. Parfois, je pense à cette affaire Virex, celle que j'ai perdue, celle qui m'a presque brisée. Et je me demande si cela avait traversé, si tout s'était passé comme prévu, serais-je ici maintenant assis en face de Tessa, sirotant du thé dans une maison pleine de chaleur et de rêves partagés? Ou est-ce que je poursuivrai toujours le prochain grand conte, en confondant la réalisation avec la réalisation? C'est drôle comment fonctionne la vie. Cet accord d'un demi-milliard de dollars s'est effondré comme du sable à travers les doigts. Et dans ces ruines, j'ai trouvé la seule chose qui comptait vraiment. Nous parlons de l'avenir maintenant dans des tons doux et sûrs. Pas comme un objectif lointain, mais comme quelque chose que nous façonnons activement.
Tessa veut ouvrir un centre d'art communautaire, ce qui apporte le dessin et le design aux écoles sous-financées. Je veux écrire, peut-être enseigner, peut-être construire quelque chose qui dure plus longtemps qu'un quart d'exercice. Nous n'avons pas encore tout compris. Nous discutons parfois des plats, des horaires de sommeil, sur la question de savoir si Nori est ou non traçant secrètement la domination du monde. Mais en dessous de tout cela se trouve ce fil inébranlable dans lequel nous sommes ensemble, que nous nous sommes choisis, et non par commodité, pas par nostalgie, mais parce que nous nous voyons quelque chose il y a toutes ces années que personne d'autre ne voyait. Et nous n'avons jamais cessé de le voir. Parfois, les gens demandent comment nous nous sommes rencontrés. Nous disons généralement, c'est une longue histoire. Et c'est le cas, mais ce n'est pas non plus parce que cela a commencé avec un sandwich et une serviette et le courage de dire « je te vois ». Ce petit acte, c'est devenu tout. Je la regarde maintenant, en baissant ses genoux sous elle, en sirotant son thé, les yeux à moitié fermés avec un contentement, et je me rends compte que je passerai à chaque revers, chaque faux pas, chaque tronçon de silence juste pour atterrir ici dans cet îlot de cuisine de cette maison avec cette femme. Et, je dis doucement. Elle lève les yeux. Ouais, je suis content que nous soyons ici. Elle sourit. Moi aussi. Puis elle atteint le comptoir, baisse une miette de ma chemise et la jette dans NOR direction. Maintenant, arrêtez de devenir émotionnel avant de commencer à pleurer et nous finissons par regarder des films sapis pour le reste de la nuit. J'élève ma tasse. Deal. Et c'est là encore. Cette lueur. Cette certitude silencieuse que la vie que nous avons construite avec toutes ses imperfections et ses petits triomphes est exactement là où nous étions toujours censés être. Parce que la gentillesse ne se convertit pas. Il revient. Et quand c'est le cas, cela apporte avec lui toutes les choses que vous n'auriez jamais pensé avoir. Pardon, appartenance, maison, amour.